Max sur i24 News, merci d'être au rendez-vous. Au programme aujourd'hui, c'est une image que l'on n'avait plus vue depuis 1961. Le drapeau cubain flotte à Washington. La réouverture des ambassades marquera-t-elle le début du renouveau pour l'économie cubaine? De ses 56 ans de communisme, Cuba a conservé un modèle étatique. Peut-il survivre à cette normalisation annoncée? On en parlera avec le docteur Franck Khalifa après un gros plan sur le tourisme. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Avant d'y revenir, le tour du monde de l'Actu Éco qui débute avec le lancement ce mardi à Shanghai de la nouvelle banque de développement, une institution financière multinationale soutenue par les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. 100 milliards de dollars de capital initial. Elle est censée compléter la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, elle aussi récemment créée, et son ambition est de devenir à terme une alternative à la Banque mondiale. Nous allons coopérer avec tous les acteurs du développement. Notre objectif n'est pas de contester le système existant, mais de l'améliorer et de le compléter suivant notre propre chemin. Notre approche doit conduire au développement non seulement des BRICS, mais à plus long terme à celui de l'ensemble du monde. Voilà, accélérer la reprise mondiale en soutenant notamment les grands projets d'infrastructures. En Chine encore, plus 8% sur les 6 premiers mois de l'année pour les investissements directs étrangers dans le pays. Ils ont atteint 68,4 milliards de dollars hors secteur financier. L'Europe se distingue, plus 13%. À noter notamment le quadruplement en valeur des fusions et acquisitions de la part des firmes étrangères. L'an dernier, Pékin a détrôné les États-Unis comme première destination des IDE. Mais en Chine, on espère une vraie reprise mondiale pour conforter cette croissance. Nous ne pouvons pas vraiment compter sur une reprise rapide de la demande extérieure, mais l'économie mondiale, en particulier aux États-Unis, se remet lentement. Et sachez que dans l'autre sens, les investissements chinois à l'étranger ont bondi de près de 30% au premier semestre pour un total de 56 milliards de dollars. En bref, Toshiba dans la tourmente, son PDG Isao Tanaka a démissionné ce mardi. Il a été désigné coupable d'avoir trafiqué les comptes de la société japonaise et gonflé les bénéfices, 1,1 milliard d'euros sur 5 ans. Toshiba risque une amende de 3 milliards d'euros. Allez, l'Europe et la Grèce, évidemment. Hier, Athènes a payé ses arriérés à la BCE et au FMI, plus de 6 milliards d'euros, grâce à l'aide d'urgence débloquée par Bruxelles, 7 milliards. Le pays n'est donc plus en défaut de paiement, alors qu'il négocie actuellement un 3e plan d'aide. Par ailleurs, une 2e proposition de mesures d'austérité a été déposée au Parlement tout à l'heure. Les réformes portent cette fois sur la justice et les banques, après la hausse de la TVA et des cotisations sociales qui traumatisent la population. Le passage de la TVA de 13 à 23% est une catastrophe pour nous, car nous ne pouvons pas être compétitifs. Il ne peut pas y avoir de croissance. Dans les pays voisins, la TVA est comprise entre 6 et 12%. Pour être compétitif, il faut un taux de TVA égal. L'Europe toujours à la rescousse de l'économie tunisienne. Bruxelles a promis hier de renforcer son aide, et notamment au secteur agricole et surtout touristique fragilisé par les récents attentats. Le tourisme représente 400 000 emplois directs et 1 million indirects en Tunisie. Nous venons d'accélérer la préparation de l'ensemble de nos programmes de coopération pour cette année, qui comprend un appui substantiel au développement économique des régions tunisiennes, processus de décentralisation prévu par la Constitution et aussi au secteur de la culture. Nous travaillons également à la meilleure façon de soutenir le secteur touristique tunisien dans les circonstances difficiles qu'ils connaissent maintenant. L'actualité en France avec toujours les éleveurs en colère qui bloquaient ce matin encore le périphérique de Caen et les principaux accès d'Évreux. En difficulté financière, ils réclament l'application des accords sur la revalorisation des prix de la viande bovine par la grande distribution. François Hollande a annoncé dans la matinée un plan d'urgence en leur faveur. Demain, le Conseil des ministres prendra des décisions. J'ai demandé qu'au-delà de la question de la distribution, des prix, il puisse y avoir un plan d'urgence pour les éleveurs français et pour les producteurs de lait. Ce sera donc annoncé demain. Et puis un mot du retour fulgurant de PayPal en bourse. Le service de paiement en ligne a gagné 8% pour son premier jour de cotation. Et avec une valorisation de 46,5 milliards de dollars, il dépasse eBay, son ancien propriétaire, qui vaut lui 30 milliards. Nous sommes le plus grand et le plus populaire des portefeuilles numériques avec 169 millions de clients dans le monde.
L'an dernier, nous avons traité plus de 4 milliards de transactions pour 235 milliards de dollars. C'est un moment historique et passionnant pour PayPal et nos investisseurs. Direction justement les marchés financiers. Alors on parlait hier de ce gain hors norme, hors du commun de l'action Google vendredi, plus 16%, et une valorisation qui a fait un bond de 65 milliards de dollars en une seule séance. Bref, le Nasdaq, on l'a compris, est en ébullition. On parlait de PayPal il y a un instant, mais jusqu'à quand l'euphorie? Eric Lehune a sans doute une petite idée. Bonjour Eric, les grosses valeurs technologiques règnent en maître à Wall Street. Oui David, on est en pleine saison des résultats des entreprises américaines et force est de constater qu'ils sont plutôt bons, notamment concernant les nouvelles technologies. Il faut savoir que les 3 premières capitalisations mondiales sont maintenant dans l'ordre: Apple, Google grâce à sa hausse de vendredi soir et bien sûr Microsoft. Alors on peut se demander s'il y a une bulle sur le secteur technologique. Finalement, il n'y a pas vraiment de bulle, il y a certaines valeurs qui sont chères. Par exemple, Google se paye 30 fois ses bénéfices, Facebook 90 fois ou encore Netflix 200 fois. Mais il y a d'autres valeurs qui ne participent pas du tout à cette euphorie, comme Twitter, parce que certains s'interrogent sur le business model de Twitter. Ce qu'il faut bien comprendre actuellement sur les marchés, c'est que contrairement aux années 2000, les investisseurs achètent de belles histoires. Ils n'achètent pas un secteur en particulier, ils achètent des technologiques qui pourraient être les vedettes de demain, qui pourraient vraiment être les acteurs du média, puisque vous savez que de plus en plus, la publicité sur Internet va supplanter même la publicité sur la télévision. Ouais, forcément, l'univers des médias en pleine mutation et les investisseurs qui sont là pour nous le rappeler. Merci Eric. Allez, le dossier du jour, c'est donc hier qu'a rouvert à Washington l'ambassade cubaine. Plus d'un demi-siècle de rupture diplomatique. Et cette fois, les États-Unis et Cuba sont bien décidés à ouvrir un nouveau chapitre de leur relation. Mais attention, cela se fera petit à petit. Le plus dur reste en doute à faire, la levée de l'embargo. C'est ce qu'a d'ailleurs appelé hier le chef de la diplomatie cubaine après avoir rendu hommage à Fidel Castro. Seule la levée du blocus économique, commercial et financier qui provoque tant de privations à notre peuple, ainsi que le retour du territoire occupé de Guantanamo et le respect de la souveraineté de Cuba peuvent donner un sens aux événements historiques que nous vivons aujourd'hui. Voilà, le ton est donné. En tout cas, ce sont bien de nouvelles perspectives qui s'ouvrent pour cette économie cubaine qui tourne à 3% de croissance annuelle ces dernières années, à commencer bientôt sans doute par un afflux de touristes américains. Sur place, on s'y prépare déjà, comme nous l'explique Laura Duhamel. Ahora sí. Après 54 ans de froid diplomatique, Cuba et les États-Unis rouvrent leurs ambassades respectives. Un vent de changement souffle sur l'île et nombreux sont les entrepreneurs qui espèrent en profiter. Une plus grande ouverture nous oblige à nous préparer au flux de touristes qui arrivent. Tous les Américains vont vouloir venir découvrir Cuba et visiter l'île. Et nous devons nous préparer à cela. Car si le tourisme américain est encore soumis à des restrictions, le secteur est déjà en plein essor. Amorcé en décembre dernier, le réchauffement des relations entre La Havane et Washington a eu de fortes retombées. Selon le ministère cubain du tourisme, 3 millions de touristes se sont rendus à Cuba cette année, soit une hausse de 5% par rapport à 2013. Cuba doit donc se tenir prêt à accueillir ce nouvel afflux. Cuba doit se tenir prêt. Je pense que nous ne sommes pas préparés parce que le tourisme s'est surtout développé à l'extérieur de la capitale. Les touristes américains ne viennent pas seulement pour la plage et le soleil, et ce sera un grand changement. Entre autres priorités, investir dans la construction d'hôtels. Les villes que les gens aiment visiter, comme la Havane, ont très peu d'hôtels et il y a donc une ouverture pour le secteur privé. En fait, les statistiques montrent qu'environ 18 000 touristes vont venir et devront séjourner dans des maisons privées. Mais le challenge est là, car les Américains préfèrent les hôtels. Dans une économie encore largement contrôlée par l'État, les hôtels cubains relèvent jusqu'ici du secteur public. Depuis son arrivée au pouvoir en 2006, Raúl Castro a pourtant donné plus d'autonomie aux entrepreneurs individuels. Et ces derniers savent qu'à seulement 45 minutes de vol, les Américains pourraient bien se ruer vers l'île caribéenne. Le tourisme va vraiment se développer et cela pourrait être très bénéfique, non seulement pour le secteur privé, mais aussi pour le secteur public, l'industrie hôtelière. Tout le monde va en profiter. L'an dernier, le tourisme à Cuba a généré 2,5 milliards de dollars de revenus. 2015 cristallise donc les espoirs de tout un pays. Mais les républicains, majoritaires au Congrès américain, ne l'entendent pas de cette oreille. Leur objectif, empêcher la levée de l'embargo sur l'île.
Pour autant, l'ambiance est à la fête. Pour la première fois depuis 1961, le drapeau cubain flotte en territoire américain. Beaucoup d'attentes de ce dégel très attendu. On va interroger le docteur Franck Khalifa. Bonjour. Bonjour David. Bienvenue. Vous êtes professeur certifié hors classe d'économie. Alors 56 ans de communisme. Dans quel état se retrouve aujourd'hui l'économie cubaine ? L'économie cubaine est dans l'état dans lequel se trouvent tous les pays qui sortent justement de cet état de communisme, avec évidemment beaucoup de pauvreté, beaucoup de retard en matière d'infrastructure et d'investissement. Alors, on parle d'une économie planifiée, contrôlée quand même par le pouvoir. Oui. Comment on sort d'un tel système ? C'est assez difficile parce que toute la centralité de l'économie, c'est autour de l'État. Or, vous savez que c'est un État qui est un État dans lequel qui contrôle tout, y compris la propagande, puisqu'on avait désigné comme bouc émissaire très facilement la pensée occidentale. Donc, il y a un intérêt de l'État dans l'économie. Donc, si cet État se défait de cette économie, que va-t-il advenir ? On a un État fort. Et finalement, cette normalisation qui est en train de se mettre en place, elle intervient justement au moment où on s'apercevait qu'à long terme, c'était plus viable. On commençait déjà à ouvrir un petit peu cette économie. Alors, c'est une normalisation un processus de normalisation qui est déjà ancien. Il faut le savoir, hein, depuis les années 90, il n'y a jamais eu véritablement de rupture. Mais, comme vous le disiez, en ce qui concerne l'avenir de Cuba, les capitaux qui doivent rentrer vont se heurter finalement à cette étatisation très forte. Ouais, les capitaux. La transition, elle est déjà en cours. Hein. L'avenir de Cuba, pour vous, c'est l'économie de marché, au moins partiellement. Alors, Cuba a quand même un problème fort. Elle était très axée sur son allié vénézuélien, qui s'est lui-même affaibli avec la crise. Avec le pétrole. Ouais. Avec le pétrole. Alors aujourd'hui, effectivement, pour entrer dans ce processus de normalisation et de mondialisation, il y a des secteurs à effectivement développer. C'est quel secteur qui vous paraît porteur pour attirer les capitaux étrangers d'investissement ? Totalement évident, c'est celui du tourisme qui est en synergie. Pilier, ouais. Et oui, avec les infrastructures. Vous savez très bien que les Occidentaux sont très très forts en matière de construction de routes, de fourniture de trains, etc. Avec un système particulier pour les hôtels. Il y a aussi du nickel à Cuba, il y a aussi du pétrole, du gaz un petit absolument, peu. Vous évoquez ça, mais le sous-sol minier de Cuba est très varié. On trouve du nickel, du cobalt. L'or n'est pas exploité là-bas. Donc tous ces minerais sont absolument nécessaires pour les économies. Puis miser aussi un petit peu peut-être sur la culture, sur les spécialités, le rhum forcément, les cigares, forte valeur ajoutée peut-être aussi. Oui, bien sûr. C'est pas une forte valeur ajoutée, on est dans le système du secteur primaire. Mais effectivement, c'est le 8e producteur de sucre. Là encore, il y a des synergies avec les producteurs d'alcool dans le monde entier. Vous savez que les grands groupes mondiaux, par exemple, la France, elle fait partie des premiers groupes mondiaux. Un mot sur l'intégration régionale, c'est peut-être aussi un paramètre à prendre en compte. Il y a une certaine cohérence dans les Caraïbes au niveau politique. Absolument. D'ailleurs, le président Hollande l'a très bien compris. C'est la porte d'entrée sur le marché latino-américain. Donc, c'est une ouverture incroyable. Il y a un potentiel très fort à développer. Et je pense que les hommes d'affaires salivent à l'idée de pénétrer ce marché. Le port de la Havane notamment qui pourrait le port de la Havane, ces galons. Merci beaucoup, Dr Franck Khalifa, grand plaisir. Pour toutes ces explications. On va passer tout de suite au Media Watch. Et on revient sur la Grèce dans cette revue de presse, cette fois sous l'angle du football. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors un domaine qui n'échappe pas non plus à la crise. Oui, c'est un article de l'équipe qui explique que malgré les droits télé et le sponsoring, eh bien, les budgets du foot sont en baisse, entre 6 et 50 millions d'euros pour la première division, d'autant plus que la fédération grecque et que l'UEFA ont rendu certains matchs gratuits, sans compter la corruption particulièrement présente dans ce milieu. Résultat, comme les banques et les commerces, eh bien, de plus en plus de clubs sont proches de la banqueroute. Mais pour se relancer, ils avaient jusque-là une technique bien rodée. Ils profitaient en fait de la loi sur les faillites, c'est-à-dire qu'ils déposaient le bilan, ce qui leur permettait donc d'effacer l'intégralité de leurs dettes. Et puis en échange, ces clubs étaient obligés de repartir au niveau amateur. Mais tout ça, c'est du passé puisque cette loi vient d'être modifiée. Désormais, ceux qui déclarent faillite seront bloqués donc en 3e division pendant 2 ans et leurs dettes ne seront qu'en partie effacées. Le foot qui fait partie de la culture en Grèce, il faut le dire, la Grèce vainqueur de l'Euro 2004. Et puis on reparle, Johanna, des éleveurs français qui réclament une meilleure rémunération pour la viande. Oui, des protestations donc, qui nous amènent à nous poser la question suivante. Lorsqu'une pièce de viande est vendue, à qui revient quoi? Comment les revenus sont-ils redistribués? Et pour répondre à cette question, eh bien, le Huffington Post a publié 2 infographies. La première concerne, comme vous avez pu le voir, la viande de bœuf. On y apprend
que 5% du prix de vente est consacré à la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, 24% est reversé aux abattoirs, 28% aux grandes et moyennes surfaces et 43% aux éleveurs. Quant à la deuxième infographie, elle concerne la viande de porc. Les éleveurs ne perçoivent que 31% du prix de vente. Ce sont en fait les grandes et les moyennes surfaces, dans ce cas, qui captent la plus grosse part du gâteau, environ 40%. Des chiffres étonnants et on peut comprendre une certaine animosité de part et d'autre. Merci Johanna et à demain. À demain. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Dossier spécial notamment à suivre sur le Cameroun et l'info continue. Restez avec nous.